Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M et du Café Presse Politique, bonjour, très heureux de vous accueillir ce mercredi parmi nous, le 14e CPP 100, Khaled Drarni qui passe aujourd'hui sa 90e nuit en prison. Khaled Drarni à qui nous souhaitons la libération la plus proche possible. Le processus d'instruction de son affaire a débuté jeudi dernier, on vous donnera des nouvelles dans les prochains jours. Une actualité très fournie, nous allons commencer par ce qui s'est passé hier soir, le remaniement ministériel, mais aussi la vague d'arrestation qui se poursuit, Amira Bouraoui, Zghir Abdelkrim à Constantine, essayer d'expliquer ce dont c'est le nom, qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça veut dire. Nous allons parler du processus constituant, nous allons parler de ses difficultés, nous allons parler de la condamnation de Wassini Bouazza à 8 années de prison, une condamnation très lourde, l'ancien patron de la DSI, et donc inévitablement des relations entre le président de la République et de l'Assemblée et l'APN. L'Assemblée nationale, on va parler beaucoup, puisque nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir avec nous M. Abdelaziz Ziari, président de l'Assemblée nationale entre 2007 et 2012 et 5 fois ministre sous différents gouvernements. Depuis le gouvernement de Rosalie, on était en train d'en parler juste à l'instant. Merci d'être avec nous aussi pour la société civile, pour le collectif de la société civile pour le changement démocratique, Jafar pardon. Je voulais dire que tu étais coutumier de l'émission et j'ai donc du coup perdu le nom de famille Jafar Khdari, bien sûr, et pour nous accompagner aussi et décrypter cette actualité. Avec nous Akram Khrif à partir de chez lui. Akram, bonjour, tu nous entends bien? Bonjour, 5 sur 5. 5 sur 5, ça fait plaisir, la technique fonctionne. Nous allons terminer donc cette journée du mercredi à Radio M avec un CPP un peu particulier. Première question, inévitable. Il y a eu un remaniement un peu inattendu hier. Nous, journalistes, on a pris 1 heure avant que ça soit annoncé. 6 ministres qui changent de portefeuille, il y en a qui partent, il y en a qui vont dans d'autres fonctions. Au bout de 6 mois de gouvernement, vous qui avez été si longtemps aux affaires, ça veut dire quoi exactement un remaniement à cette échéance-là? Est-ce que ça veut dire que ça va bien ou est-ce que ça veut dire que ça va mal? Non, je n'en tire pas de conclusion particulière. Ça veut dire qu'il y a simplement un réaménagement à faire parce que sur la pratique et dans les premiers mois, il s'est avéré effectivement qu'il y avait des boulons à resserrer, comme ça se passe souvent dans ce cas. Des erreurs de casting quand même un petit peu. Peut-être. N'oubliez pas que nous allons vers une situation qui ne va pas être aisée, une situation difficile sur le plan économique, et qu'effectivement, il vaut mieux prévenir que guérir. S'il y a des problèmes qui auraient pu se poser sur la capacité des uns et des autres, ou la coordination, ou l'intégration des uns et des autres, je trouve que il faut le faire. Dans ce domaine-là, je peux parler d'expérience, plus on attend et moins c'est bon. Ça ne change rien. Au bout de quel moment on se rend compte qu'un ministre n'est pas fait pour cette fonction? Ça peut arriver, vous savez, les conditions, il faut vous resituer aussi dans le contexte réel dans lequel tout ceci a évolué. Une année qui fut pratiquement une année à blanc, moins sur le plan économique, les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections, puis on met en place un nouveau gouvernement. Et arrive justement cette catastrophe du Covid. Donc je crois que le Premier ministre, puisque c'est lui qui mène le bateau concernant le gouvernement, peut-être a pu estimer qu'il fallait effectivement revoir ce dispositif. Je vous rappelle que depuis un an, tout le monde demande un gouvernement de technocrates. Vous avez un bon gouvernement de technocrates, et quand on a un gouvernement de technocrates, il faut savoir que c'est beaucoup plus facile à remanier un gouvernement de technocrates qu'un gouvernement de politique.
Donc on réaménage, je trouve effectivement, je connais quelques noms parmi les nouveaux venus, qui sont effectivement de vrais technocrates, parce que moi, vous savez, je fais la différence entre le technocrate et le haut fonctionnaire. Le technocrate, ce sont des personnes Je vais vous poser la question sur Abdelmajid Attar. J'imagine que vous pensez à lui en disant que vous connaissez de bons technocrates. C'est un géologue qui a fait tout son parcours à Sonatrach, qui a dirigé Sonatrach, qui a été ministre de l'hydraulique en 2002 sous le gouvernement de Benflis, qui a quitté le gouvernement avec Ali Benflis quand il y a eu le conflit entre Benflis et le président Bouteflika. Est-ce que vous considérez que c'est juste un technocrate ou c'est quelqu'un qui apporte aussi une caution politique au gouvernement Tebboune, qui en a bien besoin, au gouvernement Tebboune, au gouvernement Djerad? Bon, vous savez, je ne peux faire que des interprétations. Parce qu'on va dire qu'on l'a débauché de chez Ali Benflis, quand même. La caution que l'on peut amener, c'est de dire qu'il y a une ouverture et qu'il n'y a pas d'a priori et de blocage parce que telle ou telle personnalité qui a des compétences et qui accepte effectivement de participer à la gestion des affaires publiques parce qu'elle a participé à tel ou tel courant à un moment ou à un autre n'est pas exclusive. C'est un signe positif à mon avis. Bien au contraire, moi je le dis comme tel. Je vous dis, vous avez également quelqu'un qui l'ancien recteur, je crois, d'Oran, qui est une personnalité qui, dans le domaine qui lui a été, qui lui échoue, l'enseignement supérieur, beaucoup travaillé là-dessus. Il connaît très bien le fonctionnement des systèmes d'éducation, etc. Donc il y a un certain nombre de personnalités dans ce gouvernement. Jafar Lakhdari, on est sauvé? Bon. Oui, enfin. C'est un remaniement qui effectivement n'a pas une grande signification politique puisque ce n'était pas un gouvernement politique. Ceci dit, 6 mois après sa mise en place, dans un contexte qui est quand même un peu difficile, sachant qu'en plus il y a une feuille de route politique qui a été lancée, notamment la réforme de la Constitution, on aurait pu imaginer que ce gouvernement aurait servi à accompagner justement ce processus, qui devait être relativement court, c'est-à-dire 1 an, et qu'après, passé cette période, voilà, la logique aurait voulu que si remaniement il devait y avoir, ça se serait fait après. Bon. Donc, je dirais que, enfin, erreur de casting, peut-être d'autres problèmes. Bon, alors apparemment, c'est un remaniement limité. Visiblement, il a surtout concerné 2 poids lourds qui sont l'énergie et les finances, ce qu'on peut comprendre dans le contexte actuel, où semble-t-il il y avait un certain nombre de soucis. Donc voilà, mais enfin, le fond du problème qui nous occupe, nous, en tant qu'humbles citoyens, c'est que la séquence d'instabilité qui a été ouverte par la catastrophe du 5e mandat, elle n'est pas close. Voilà, et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. On ajoutera cela aux séquences d'instabilité, voilà, on peut le dire. Pour moi, c'est effectivement un épisode de l'instabilité qu'on connaît. Akram, surpris par cette séquence dont on parlait de remaniement de 6 ministres? Je pense que c'est un non-événement, comme c'était un non-gouvernement juste avant. Donc oui, c'est une manière polie de dire que c'était un gouvernement de technocrates. En fait, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est les raisons. Moi, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre comment le poste de secrétaire d'État aux athlètes d'élite qui n'a pas pu s'exprimer, donc notre Den Morcelé qui n'a pas eu l'occasion de faire grand-chose en 5 mois, et avec 3 mois de Covid, ait pu être changé. Pourquoi? C'est qu'il n'a même pas eu le temps de faire des erreurs. En fait, c'est toute cette logique-là que j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on est en train... Peut-être qu'il y a une approche genre, il n'y avait pas assez de femmes dans le gouvernement. Peut-être que c'est une volonté de moderniser. Mais on n'enlève pas des gens qui sont déjà là, qui ont commencé à travailler pour faire correspondre l'image de son gouvernement à un certain standard de genre. On aurait dû le faire au départ, je sais pas, genre. On ne découvre pas aujourd'hui que les femmes sont nécessaires en politique. Très sincèrement, je ne vois pas de grosses différences et je n'attends pas énormément de choses de ce gouvernement. Alors, oui, on peut être effectivement un peu à sec pour décrypter ce remaniement. On essaiera de continuer à en parler sur Radio M, évidemment, parce que le volet économique étant prégnant, c'est peut-être avec les experts économiques qu'on essaiera de le décrypter dans d'autres espaces. Par contre, peut-être qu'on peut lire plus facilement le sens de la vague de répression. Akram, je vais rester avec toi. Il y a longtemps, Amira Bouraoui, nous on la connaît depuis Barakat, on sait
ce qu'elle est, ce qu'elle incarne, etc. Bouteflika n'a jamais osé la mettre en prison, enfin Bouteflika ou son frère Saïd. Est-ce que c'est un tournant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle se retrouve en prison? Je ne sais pas, il y a des dizaines d'activistes, de militants et d'opposants qui sont aujourd'hui en prison pour des raisons que l'on ignore, pour une gravité, pour des faits qui ne sont pas du tout graves comparativement à l'autre vague de personnes qui est en train d'être auditionnées et qui est en train d'être jugées ces jours-ci. Il y a une sorte de deux poids deux mesures flagrant qui est en train de s'abattre justement sur les activistes, sur les opposants. C'est totalement incompréhensible et c'est totalement injustifié, d'autant plus que aujourd'hui nous sommes en période de confinement, de Covid, il n'y a pas d'activité publique en dehors des maisons, donc il y a très très peu d'expressions encadrées ou pas donc des militants politiques et des militants aussi, et des journalistes et des opposants. Je ne vois pas quel mal sont en train de faire les opposants aujourd'hui au régime pour pousser le régime à commettre autant de bêtises, car c'est une bêtise d'emprisonner des gens pour des délits d'opinion vis-à-vis de l'international. Ça, c'est une situation aujourd'hui qui est totalement incompréhensible, qui dénote peut-être de graves divergences et de graves dissensions à l'intérieur du régime ou à l'intérieur du pouvoir algérien. Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne qui arrive à parler de la même voix un peu partout. Enfin, il n'y a pas une personne qui résume un petit peu les opinions de ce qu'il y a dans le régime. On a des discours qui sont totalement dissonants entre celui du président, du ministre de la Communication, etc., qui parle de liberté totale et de droit total d'expression. Et on est en train de voir des militants qui n'étaient pas inquiétés et qui ne font pas grand mal, que ce soit à la société ou même au régime, être embastillés dans des conditions ou bien expéditives, dans le cas de Amir Bouraoui, ou bien dans des conditions indignes d'application du contrôle judiciaire abusif, dans le cas de Khaled Darani et dans le cas d'autres. Oui. Je ne sais pas. Oui, il y a un point d'interrogation. Alors, on va revenir à cette séquence tout à l'heure, mais moi, auparavant, je voulais poser la question à Abdelaziz Ziari de savoir si vous qui connaissez un peu les arcanes du système de l'intérieur, quand on a un agenda politique comme celui que Abdelmadjid Tebboune a décliné au moment où il est arrivé à la tête du pays, celui de réformer, de créer de nouvelles institutions avec un projet constitutionnel dont on va parler, etc. En règle générale, qu'est-ce qui se passe? On est plutôt dans une stratégie de confrontation ou on est plutôt dans une stratégie d'ouverture? Non, je ne crois pas du tout qu'il y ait une stratégie de confrontation quand on est dans cette situation, effectivement. Bon, il y a une chose sur laquelle je voudrais quand même noter. Il y a la nécessité de gérer ce pays de 45 millions d'habitants et on a besoin, effectivement, au moins d'un gouvernement qui travaille et qui va avoir à affronter des grandes difficultés. Je lui souhaite succès. Pourquoi succès? C'est pas par esprit partisan, je lui souhaite succès dans l'intérêt de nos concitoyens qui vont connaître, j'espère au minimum, mais je ne sais pas jusqu'à quel degré, des grandes difficultés dans l'avenir. Donc, raison de plus pour dire qu'il n'y a absolument pas dans une phase que nous allons connaître dans les mois à venir, nécessité de quelle confrontation que ce soit. Mais c'est bien ce qui est en train d'arriver. Mais, il faut que je donne mon point de vue là-dessus aussi. Franchement, sur le problème dont vous parlez, je n'ai pas d'avis à donner dans la mesure où je ne connais rien de ces dossiers, ni du contenu, ni des raisons, ni... Il y a une seule réflexion que je peux me permettre de faire. La justice, elle est une. Quand on acclame, lorsque elle s'adresse à des personnes ou des personnalités du système politique, eh bien, on acclame aussi quand elle prend d'autres dispositions. C'est ça le fond du problème.
Ou la justice est une, et si elle ne marche pas bien, il faut le dire dans tous les cas de figure, ou bien, effectivement, c'est la justice algérienne, il faut l'accepter telle qu'elle est. C'est pour ça que je dis je ne prends pas d'option là-dessus, parce que je ne connais pas les dossiers, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas quelles sont les raisons. Je profite de la présence... Mais ma question c'était, est-ce que les arrestations, ce processus-là, on est à 70 Hirakis, plus ou moins, est-ce que ça gêne ou est-ce que ça ouvre ou est-ce que ça déblaye le chemin devant l'agenda présidentiel? Est-ce que voilà, c'était ça là. Je crois que ça peut gêner dans la mesure où ça peut être un obstacle à un dialogue réel et un dialogue franc. Et effectivement, il faudrait qu'à ce moment-là, c'est un obstacle. Côtés, on peut effectivement considérer qu'il vaut mieux lever les obstacles. Ça, je suis tout à fait de votre avis. Mais d'un autre côté, il faudrait que je le dise aussi, on ne peut pas empêcher un pouvoir, quel qu'il soit, celui-là ou un autre, d'être très attentif à tout ce qui peut se passer dans ce pays, et en particulier, non pas, et là il faut que je m'explique bien, je ne parle pas de personne, à toutes les tentatives de manipulation et de déviation du processus souhaité par la population et les patriotes et les démocrates pour faire évoluer la démocratie, et tout ce qui peut. Nous avons un responsable, je crois de Medanet, qui est spécialisé dans le géostratégique, en particulier dans la région. Il faut savoir que ce pays est, par sa propre position et sa politique, ses positions, très fermes dans un certain nombre de dossiers. Vous parlez, de quelle personne vous parlez là? Le journaliste, oui. Mais que nous devons... J'ai eu peur que vous évoquiez Ben Saada, oui. Non, nous devons être attentifs. Cela n'excuse rien quand ce n'est pas régulier, quand ce n'est pas normal, mais doit être très attentif à tout ce qui peut être un facteur de déstabilisation réelle du pays, non pas par des Algériens, mais par tous ceux qui ont des capacités extraordinaires et des moyens colossaux sur le plan financier, entre autres, pour essayer, dans ce pays-là, d'utiliser ou de trouver comme prétexte cette volonté et cette soif de démocratie pour essayer de déstabiliser l'État entier, l'État algérien dans son entier. Donc effectivement, on peut comprendre que ça et là, il peut y avoir des réactions, des réflexes qui se braquent là-dedans en étant peut-être un peu sourcilleux là-dessus. Et ça, ce n'est pas une chose qui est vous savez très bien que je ne suis pas un petit peu l'un des partisans de la main de l'étranger dans tout. Je dis, c'est de voir attention et d'attirer l'attention à cette possibilité. Vous savez comment les choses sont en train d'évoluer dans le monde. Vous savez que des grands pays sont en train de perdre pied un peu dans leur tutélarisation de la planète comme dans le passé, qu'on va vers une... On a du mal un peu à vous suivre, je vous l'avoue, M. Ziari, on a du mal un peu à vous suivre parce que un pays comme la Tunisie, qui a fait une révolution, qui a choisi la voie de la constituante, qui a refondé complètement ses institutions, etc., qui est beaucoup plus fragile économiquement que l'Algérie et tout, n'est pas dans cette démarche sécuritaire de chercher la main tout le temps de l'étranger pour construire de nouvelles institutions. Donc, on a quand même l'impression cette marchandise, on l'a un peu vendue déjà. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis, il faut quand même tenir compte de la situation que nous vivons dans cette région. Oui, on en tient compte qu'il peut y avoir des réflexes naturels de préservation de la stabilité de l'État. Alors, on va proposer une autre lecture. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas... Alors, l'instabilité, on va peut-être proposer une autre lecture, peut-être que la crise de système. Je suis un peu étonné de cette analyse, parce que s'il y a bien quelque chose qu'a montré le mouvement citoyen, c'est son extraordinaire civisme, son pacifisme, absolument. Mais en même temps sa détermination. Oui. Sa détermination à changer de système, à instaurer une démocratie, à consolider l'État. Parce que le système actuel, s'il y a quelque chose qui fragilise l'État aujourd'hui, c'est le système qui est encore là. Ce n'est pas le mouvement, ce n'est pas le Hirak, c'est le contraire. Le Hirak a fait preuve de pacifisme et dans ses revendications, il est extrêmement raisonnable. État de droit, indépendance de la justice et réelle démocratie, c'est-à-dire capacité de choisir ses représentants, de les contrôler et de les démettre si nécessaire. Capacité de choisir ses institutions. Et je vous rappelle, juste un dernier point, un État est fort
Non pas parce qu'il dispose de force, etc., mais d'abord parce qu'il a des institutions solides, c'est-à-dire des institutions légitimes, des institutions démocratiques. Ici, en Algérie, le mouvement Hirak, s'il aboutit, il créera effectivement un État beaucoup plus fort que celui qui est aujourd'hui. Et réprimer des acteurs du Hirak, comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'est le cas par exemple de Mme Bouraoui, qui, je vous le rappelle, s'est élevée bien avant tout le monde contre les scandales des tripturations de la Constitution pour étendre les durées des mandats, etc., quand personne ne bougeait, eh bien, c'est quand même paradoxal de dire que... Alors, sur la stabilité, voilà. parce que le temps est passé pour que je pose la question, sur la stabilité, Akram Khalif, spécialiste des questions sécuritaires, Oui. sur la stabilité, effectivement, on peut être inquiet qu'il y ait de l'instabilité. Alors ça, pour les institutions de l'État, quand on est algérien, on peut être inquiet. Mais une grande partie de cette instabilité est venue, on peut le rappeler, de l'affaire de la cocaïne qui a entraîné les arrestations dans l'armée, du conflit avec Toufir, le général Toufir qui est en prison en ce moment, avec le général Toufir qui lui a succédé. Ma question, c'est toujours dans l'actualité, on a parlé du remaniement, je la pose à Akram et puis on revient ici tout de suite. De quoi la peine très lourde de 8 années de prison infligée par le tribunal militaire de Blida au général Ouassini Bouazza, ancien patron de le département de la sécurité intérieure, donc des services de sécurité, la DSI, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est en train d'en finir avec l'héritage de Ahmed Gaïd Saleh, ça signifie qu'il y a un repartage des rôles au sein de l'ANP, ça signifie qu'on veut faire plaisir à la nouvelle équipe qui est arrivée. C'est quoi le sens de cette condamnation, Akram Khalif, tant est qu'il y a des griefs matériels éventuellement à reprocher à ce général? Bon, d'abord, Ouassini Bouazza n'est pas poursuivi uniquement pour ces chefs d'accusation pour lesquels il a été condamné. Il a encore d'autres affaires. C'est ce qui a été dit par le tribunal, oui. D'autres affaires très très graves sont en cours d'investigation aujourd'hui, qui relèvent pratiquement de la haute trahison. Donc, je crains le pire pour lui. Ouassini Bouazza, son procès, c'est aussi le procès d'une période, très mauvaise période qu'a vécu l'Algérie, qui est l'année 2019, dans laquelle il y a eu énormément de manipulations à la fois extérieures et intérieures qui ont ciblé les services de renseignement algériens, qui ont fait énormément de mal aux services de renseignement algériens. Il n'y a qu'à voir le nombre de hauts responsables des services qui sont ou qui ont transité par la prison militaire de Blida. C'est très très grave. On parle de dizaines d'officiers supérieurs qui sont actuellement incarcérés ou qui ont été, pour quelques-uns, qui ont été sortis. Donc c'est un procès aussi de cette année 2019 qu'on a vécu, qui est fait de manière plus ou moins consciente des enjeux à venir et des enjeux actuels. C'est ce qui est bien. Le problème, c'est que derrière tout ça, il y a un manque flagrant de communication. Et lorsqu'il y a communication, elle passe à travers des réseaux de communication qui sont totalement abscons. On le voit, les youtubeurs, les gens qui parlent... La télévision a communiqué hier sur la condamnation normalement. Hein. C'est un communiqué qui a été lu à la télévision publique. C'est de ça que je parle. Hein. Je parle de la communication en général autour de ces affaires-là, qui est faite à travers vers des youtubeurs, vers des gens qui ne sont même pas en Algérie. Et d'ailleurs, ce procès-là vient aussi pour faire un procès de tout ce système de relations armée, services de renseignement, peuple, qui depuis le début de cette crise, depuis 2019, s'est fait de manière totalement catastrophique. Donc, Bouazza a été condamné pour des faits graves. Je pense qu'il sera jugé et condamné pour des effets encore plus graves. Et je pense que les prochains procès, je pense qu'il faudra faire pression pour que l'on sache réellement ce qui s'est passé en 2019, parce qu'énormément de personnes ont été induites en erreur, y compris des personnes... Je voulais ton commentaire, Akram, je voulais ton commentaire sur l'article du Soir d'Algérie qui note
que l'un des reproches principaux du président Tebboune à l'égard du général Bouazza, c'est qu'il est tenté de lui faire libérer son fils Khaled au moment où il a été élu. Ça, c'est signé Kamal Amrani dans le soir d'Algérie, et le président l'aurait considéré, voilà, je parle de président, l'aurait considéré comme un piège enfin, ça lui aurait plus porté préjudice qu'autre chose, et lui en aurait voulu spécialement pour cela. C'est un papier signé dans un journal qui est aujourd'hui complètement arrimé à la présidence de la République, donc je me pose des questions sur ces interprétations. Je sais pas, moi je ne suis pas arrimé à la présidence de la République, donc j'ai pas ce degré de raffinement d'information. Je sais pas, c'est possible. Non, mais ça t'a pas empêché de parler de faits graves qui lui seraient reprochés. J'ai envie d'être l'avocat de Hosseini Bouazza. Ça mérite quand pas même 8 ans de prison, ça. Voilà, les faits graves, où ça ne mérite pas 8 ans de prison, effectivement. C'est le moins qu'on puisse dire. Jafar, rapidement, avant qu'on revienne à Abdelaziz Ziari. Oui, alors, tu veux dire sur l'affaire... Tu voulais réagir ? Oui, bon. Bien entendu, ça c'est le cœur. Enfin, comme on sait ce qui se passe depuis un an, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en gros, si on doit synthétiser, il y a deux phénomènes indépendants, mais qui se conjuguent. Le premier, c'est une révolution populaire. Parce qu'il y a un décalage complet entre la société nouvelle algérienne et le système politique. Et ça, le système reste complètement aveugle à cette réalité. Et c'est pourquoi il pense qu'il peut régler le problème en emprisonnant quelques Facebookers, etc., et en pensant que la question sera résolue comme ça, ce en quoi il se trompe, et il met en danger la stabilité du pays parce qu'il ne prend pas en compte la réalité de cette société. Et c'est ce système qui est le premier responsable de l'instabilité, et non pas les hiérarchistes qui sont... Comme on l'a toujours constaté, notamment avec la pandémie du Covid-19, ont toujours eu une attitude parfaitement responsable par rapport à la folie du pouvoir incarnée par le 5e mandat. Le deuxième aspect, indépendant, c'est la crise interne du système, qu'on voit se dérouler sous nos yeux de manière absolument hallucinante, comme on n'a jamais connu une crise d'une telle ampleur, et qui touche le cœur, y compris l'appareil sécuritaire. Je vous rappelle quand même, comme vient de le rappeler Akram, vous avez quand même plusieurs généraux-majors qui sont en prison pour des motifs absolument insensés. On parle pas on parle de trahison. Et des gens qui étaient au sommet de l'appareil sécuritaire. Mais si nous étions dans ne serait-ce qu'une société, un État qui avait un semblant d'institution, mais il n'y a pas un pays au monde où il n'y aurait pas eu une commission, qui aurait été une crise d'abord énorme, il y aurait une commission parlementaire qui aurait convoqué tous les responsables pour leur demander de s'expliquer sur quelque chose qui quand même conditionne la sécurité du pays. Or là, on voit bien, les choses sont décidées presque dans l'intimité. On apprend, comme vient de le dire Akram, des motifs d'accusation qui semblent un peu disproportionnés par rapport aux condamnations. Et je vous rappelle, par exemple, dans le cas de Jean Bouazza, on peut toujours dire, oui, il y avait avant la Aïssaba, parce que c'est ça le discours du pouvoir. Il y avait la Aïssaba, on les a enlevés, maintenant c'est terminé. D'ailleurs, le discours, c'est de dire, à partir du moment où on les a enlevés, il n'y a plus de raison d'avoir de Hirak. Sauf que Bouazza, il a été nommé après, justement. Par qui ? Par Gaïd Salah. Justement parce qu'on a liquidé la Aïssaba, etc. Et on apprend que on a encore à la tête des services de sécurité quelqu'un qui est supposé... Donc on voit bien que le problème reste entier. Alors on va profiter beaucoup, j'espère, voilà, de la présence d'Abdelaziz Ziari pour savoir si vous avez connu la grande période du DRS, du général Toufir, qui de facto est devenu un peu le maître d'ouvrage de la décision politique, enfin l'arrivée de Bouteflika, les arbitrages au moment de Zeroual, l'accord avec l'AIS que le président Zeroual avait rejeté, voilà le deuxième mandat, le troisième mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, cette capacité à agir politiquement des services de sécurité de l'armée, on l'a perdue? Écoutez... Et d'ailleurs, peut-être tant mieux. Et peut-être tant mieux, diraient quelques-uns, mais est-ce qu'on l'a perdu? Est-ce qu'il y a de l'ingénierie politique encore dans l'armée? Je ne crois pas qu'il faille de l'ingénierie politique, justement. Je crois qu'il faut laisser la politique, je crois que c'est... Quand on parle de changement, quand on parle d'avancée, c'est effectivement pour que justement la politique revienne aux politiciens, le sécuritaire retourne au sécuritaire, ce qui ira partir au domaine de la défense nationale et de la défense de la nation
à ce qui doit lui appartenir. C'est, je veux dire, c'est justement ce type de clarification. Donc moi je ne vois rien d'anormal. Sur le fond je ne prononce pas, je vous dis des décisions de justice. Quand la justice prend une décision sur un dossier avec des avocats, comment voulez-vous que je fasse un commentaire sur des faits que j'ignore totalement? Ceci dit, si une institution, y compris l'institution militaire, estime qu'il faut faire du nettoyage dans ses rangs, puisque parmi les revendications, c'est d'aller en avant, c'est de changer les mœurs, c'est de changer les règles. Pourquoi pas? Maintenant, il faut que ça se fasse dans la justice, dans l'équité, dans le respect de la loi, tout simplement. Donc, c'est le seul commentaire que j'ai à faire. Je crois que tout à l'heure, on ne m'avait pas laissé continuer mon développement quand j'ai parlé de la nécessité de la vigilance. J'ai dit la nécessité de la vigilance. J'ai dit, vous ne pouvez jamais reprocher à un système d'essayer d'être vigilant quand il est dans la situation dans laquelle nous sommes. Je dis bien, dans cette condition, vous avez cité un exemple tout à l'heure en parlant de la Tunisie, j'aime beaucoup la Tunisie d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié justement l'évolution de la Tunisie, sa démocratisation. C'est pas un pays qui a le même poids géostratégique dans tous les domaines d'ailleurs, pas seulement géostratégique que la. Et donc nous sommes condamnés à vivre sous une autocratie. Non, ne m'interrompez pas parce que, s'il vous plaît, parce que je voulais dire le meilleur justement moyen d'immunité contre justement les risques extérieurs, c'est de rétablir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. C'est ça l'élément. C'est là où je dis la nécessité d'aller de l'avant dans la démocratisation, dans le renforcement de l'état de droit. C'est la meilleure protection, c'est le meilleur type d'immunité qu'on peut amener dans ce pays-là. Bien sûr, les services de sécurité jouent leur rôle dans ce qui doit être le rôle et tout ce qui sert à la défense nationale. Mais je dis, attention, les malheurs n'arrivent pas qu'aux autres et que dans les événements à venir et dans la situation à venir, dans cette espèce de rage que chacun des tuteurs de la planète veut préserver ses chasses gardées et en avoir d'autres, l'Algérie va être effectivement un élément. Vous avez parlé de la Tunisie, je vous remercie. La Tunisie subit des tentatives de déstabilisation féroces actuellement à cause de la position courageuse et ferme de son chef d'État concernant la non-reconnaissance de ce qu'on appelle le deal du siècle, la normalisation avec Israël et sa position très courageuse et très ferme sur Jérusalem et sur la Palestine. Donc n'oubliez pas puisque vous parlez de cette question-là, je vous interpelle, vous avez été ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, entre autres, sur les questions de coopération, oui, bien sûr. Absolument. Et donc vous êtes un peu au fait de la diplomatie algérienne, vous l'avez fréquenté même si vous êtes médecin de votre métier. D'ailleurs, on vous posera une question sur le Covid à la fin de cette émission. Est-ce que vous n'avez pas été interpellé? Moi, j'ai été choqué par la position d'Abdelmadjid Tebboune quand on lui a parlé des États-Unis. Il a dit nous sommes amis, nous sommes d'accord sur tous les dossiers. Il n'y a pas l'ombre d'un conflit entre nous. Moi, je pense qu'à son conseiller diplomatique, on aurait dû lui susurrer dans l'oreille que M. Trump a déplacé l'ambassade à Al-Quds et qu'il est sur un plan de règlement qui nie l'entité palestinienne. Jamais un chef d'État algérien ne s'est couché de cette façon-là devant les Américains. Ça vous a pas choqué? Non, franchement, non. Et est-ce qu'on a besoin? Non. Attendez. Non. Est-ce qu'on a besoin? Vous dites la fragilité. Est-ce qu'on n'est pas déjà fragile avec une position comme ça? Est-ce qu'on n'a pas déjà vendu le match? Pas du tout, mais non, alors là, je suis pas d'accord du tout avec vous. D'abord, il y a des langages diplomatiques et des langages codés dans ce monde-là. D'autre part, vous pensez vraiment que c'est le moment d'aller ouvrir un front avec les États-Unis? Mais on n'est pas obligé de dire autant de bien. Est-ce qu'on est obligé de dire autant de bien? Vous nous dites, on a peur de l'étranger, de la. Et là, on a. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait à part d'un langage diplomatique de convenance? Je ne vois pas ce qu'il y a là-dedans. Bon, quand je parle de déstabilisation, c'est des moyens et des moyens mis en œuvre sérieusement avec des experts et des gens qui sont on referme la parenthèse. On referme la parenthèse. Je voulais savoir si ça vous avait interpellé. Non, franchement, on referme la parenthèse. Je connais le langage diplomatique. On va dire que c'est de la diplomatie. Oui, et donc c'est moi qui suis un peu survolté. Il faisait sans doute allusion aux rapports bilatéraux. Effectivement, c'est un langage diplomatique. Et surtout, effectivement, il faut être en position, avoir une forte légitimité pour pouvoir s'affirmer justement à l'international. D'ailleurs, c'est l'une des conséquences paradoxales de la situation actuelle. C'est que ça oblige à ne pas,
dire, s'imposer sur certaines questions, parce qu'effectivement, on a une certaine faiblesse. Bon. Donc, encore une fois, le mouvement citoyen veut renforcer l'État. Et il se heurte à un problème, et vous faites allusion à une difficulté réelle, c'est que le système, vous avez parlé tout à l'heure de système, alors, précisément c'est ce système qu'on veut changer. En revanche, on veut consolider l'État et mettre en place un nouveau système. Mais le problème, c'est que le système fait corps avec l'État. Et donc toute la difficulté, elle est grande, elle est réelle. C'est cette espèce de et c'est pour ça qu'il faut une négociation, c'est pour ça qu'il faut une transition pacifique. C'est de séparer l'un et l'autre en préservant l'État et en créant les conditions pour que les choses se restaurent avec toute leur légitimité. Et il y a par exemple, entre-temps, avant d'y arriver, il y a des questions urgentes qui vont se poser, comme on l'a vu avec le Covid-19, comme on le voit avec l'instabilité régionale, et il faut savoir faire la distinction entre ceux qui relèvent des politiques de préservation du système, que nous contestons, que nous combattrons, et celles qui relèvent de l'intérêt national, de l'intérêt collectif. Et il y en a, et à ce moment-là, il faut effectivement, comme on l'a fait avec le Covid-19, comme demain ça peut arriver sur les questions internationales, eh bien là, il faut séparer les choses et comprendre que là, c'est de l'intérêt collectif. Akram Khalif, peut-être un mot, si tu le souhaites, sur la position de l'Algérie sur la question internationale. Est-ce qu'on est plus indépendant, est-ce qu'on affirme plus nos positions ou pas depuis l'arrivée de Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'État. Mais je voulais enchaîner et aussi continuer sur cette ambivalence dans la démarche de l'État et du pouvoir, en tous les cas pour le moment. Quand Fodil Boumala est arrêté pour être relâché, mis en mandat de dépôt par le juge d'Al-Beda pour être relâché le lendemain pour une faute de procédure, est-ce qu'on n'est pas dans l'archétype de la guerre des services et des influences sur deux agendas qui ne marchent pas ensemble? C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. On sent qu'il y a à l'intérieur du régime qui sont en totale opposition, et on sent même, ce qui est beaucoup plus grave, qu'il y a une sorte de sabotage qui est orchestré par une aile vers une autre aile au sein du régime. Et qui sont les victimes de toutes ces actions de sabotage? C'est les gens, c'est les citoyens, c'est les militants, c'est les opposants, etc., qui sont en train de payer. Concernant le positionnement international de l'Algérie, il n'y a qu'à voir notre position aujourd'hui dans notre environnement proche, dans le Sahel, en Libye. Nous n'arrivons à rien faire, à ne formuler aucune proposition sérieuse. Aujourd'hui, nous sommes en Libye face à une guerre entre de nombreux pays, et nous sommes en train, en Algérie, de parler de dialogue, de discussion, de politique, de voisins qui sont totalement inutiles. Je suis désolé de le dire, comme le Tchad ou comme le Niger, de parler de tribus, etc., alors qu'on est en train d'assister à une sorte de guerre mondiale microscopique d'une échelle qu'on n'a jamais connue dans la région. Alors, c'est tout dans la guerre ou quoi? C'est tout à fait vrai. Une situation d'une gravité exceptionnelle, ça c'est clair. Alors, on va avancer dans cette discussion. On va encore une fois essayer de profiter de la présence de l'ancien président de l'Assemblée nationale pour ouvrir une discussion sur le contenu de la Constitution. Est-ce que, M. Jozali, vous n'êtes pas un peu déçu quand même par le fait que le projet de Constitution, le brouillon, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé, proposé par la commission là-bas, n'ait pas été plus loin dans on va dire, l'attribution de prérogatives fortes à l'Assemblée que vous avez dirigée, sachant que l'un des objectifs de cette révision, c'était de diminuer les pouvoirs du président, dont on sait qu'ils nous ont amené à un pouvoir quasi incontrôlable. Écoutez, moi je m'en suis tenu au fait, sans préjugement. Effectivement, c'est une bouture qui reprend l'ancienne Constitution et qui lui amène des amendements. J'ai déjà eu l'occasion de dire que ce n'est pas une nouvelle Constitution, c'est la Constitution amendée dans le sens, effectivement, d'une plus grande... qui devait être amendée dans le sens d'une plus grande ouverture démocratique, d'un renforcement de l'état de droit, etc. Le groupe qui a travaillé certainement avec des orientations, mais... quand cette mouture a été distribuée à toutes les personnalités, partis et autres qui devaient donner leur avis, il était clair que c'était une mouture qui pouvait être totalement amendée, changée, modifiée, c'est-à-dire tout était permis. Donc, on attendra
Je ne peux pas juger à l'avance de ce qui n'est pas. Mais on entendra l'ensemble de... Mais la volonté initiale commission. de la commission, d'ailleurs dans le document qui a accompagné, la commission a dit si on avait touché à tel et tel point, notamment les prérogatives du chef du gouvernement, si on avait été plus loin, on aurait changé la nature du régime. Vous êtes pas pour le système parlementaire. Non. Moi, voilà. Vous n'êtes pas pour le système parlementaire. Il y a des choix de base. C'est là où je dis, ces choses-là ne se discutent pas n'importe où et n'importe comment. Il y a des choix de base, effectivement. C'est d'aller vers un système parlementaire. Moi, c'est pas du tout ça mon choix. Ça n'a jamais été mon choix. Je ne crois pas du tout à sa possibilité dans un pays comme le nôtre. Mais en même temps, vous n'êtes pas pour une hyper-présidence. Pas du tout. Pas du tout. Je suis pour un vrai système semi-présidentiel tel qu'il a été adopté dans certains nombres de pays. Monsieur Ziyari, vous n'avez pas un petit regret? Je me rappelle très bien, en 2008, vous avez été avec Monsieur Belkhadem, Abdelaziz Belkhadem, le Premier ministre, à la base de la campagne pour supprimer les 2 mandats. Est-ce qu'avec le recul, vous ne regrettez pas de l'avoir fait? Je vais vous dire. J'imagine qu'un peu, quand même. Vous posez la question, comptez quand même sur mon honnêteté dans la réponse. Non, j'ai été pour le 3e mandat, pour une raison toute simple, et j'ai eu l'occasion de l'expliquer, car rien n'avait été fait pour préparer la relève. Et ce que je voyais venir comme relève me semblait être le remède, allait être pire que le mal. Voilà la raison. Ahmed Yahya, c'est ça? Parce que je connais... possibilité, effectivement, dans des conditions où aucune capacité de marge de manœuvre pour lui n'était possible. Donc, sachant justement ce qu'il en était, de façon délibérée, je le dis, autant j'étais contre le 4e ou le 5e mandat, avant bien sûr que c'est ceux qui ne l'aient décidé, autant pour le 3e mandat, j'étais pour. Mais ça ouvrait quand même... J'avais même la crainte qu'il n'y ait pas le 3e mandat, parce que je voyais se profiler une catastrophe d'ailleurs aussi importante que celle qui aurait eu lieu au moment du 4e mandat. Ça, c'est de ma connaissance. C'est pas de la théorie, c'est de ma connaissance. Je peux me tromper, peut-être d'autres gens ne partagent pas ce point de vue, mais c'est la raison pour laquelle j'ai estimé que le 3e mandat n'était pas... C'était pas coffrin, c'était pas un crime. On le voit bien dans beaucoup de pays. Je ne vous citerai pas la Russie, je ne vous citerai pas l'Allemagne, etc. La Russie, le président est repassé par la case Premier ministre. Au chalet. Ça ne va pas dire que... C'est encore pire. Vous imaginez, vous ne voulez pas Premier ministre de Abdelaziz Belkhadem. Non, c'était pas faisable. C'était pas faisable. On referme la parenthèse. C'est quoi pour vous un régime semi-présidentiel? Est-ce que c'est ce qu'a proposé la commission là-bas? Ah oui. Dans ce cas, non, c'est insuffisant dans ce cas proposé. C'est un semi qui reste encore un régime tourné vers l'hyperprésidentialité. Ça, c'est clair. J'ai fait des propositions, puisque j'ai été sollicité. Je trouve qu'effectivement, au sein de l'exécutif, le partage des tâches et des attributions doivent être mieux revus positivement, parce qu'il faut quand même que les élections législatives dans ce pays aient un sens. La notion de pluripartisme est un sens, la notion de majorité parlementaire est un sens, et qu'effectivement, les prérogatives régaliennes du chef de l'État sont évidentes, qu'il a un certain nombre de prérogatives qui doivent rester parce qu'il est le chef d'État élu, mais qu'en même temps, il y a un gouvernement qui puisse agir, qui soit un gouvernement qui est responsable devant le Parlement, en tout cas choisi au moins au sein ou avec l'accord, bien sûr, de la majorité parlementaire, pour que tout ceci ait un sens. Un Parlement avec un Sénat, quand même, où il y a un tiers présidentiel? Alors, vous savez, j'étais de ceux, à l'époque, parce qu'il y avait une consultation à l'époque où le président Bétat avait été consulté, il m'avait appelé, etc., pour me dire qu'est-ce que vous pensez. On n'était pas très chaud pour cette deuxième chambre. Mais avec le temps, effectivement, on peut considérer l'Algérie étant un très grand pays et qui va amener encore à avoir encore une population qui l'élevage, cette représentation qui n'est plus basée sur la démographie, mais sur la représentativité territoriale, c'est quelque chose d'utile. Par contre, où j'ai proposé sa suppression, c'est le tiers présidentiel. Il s'agit là d'un empiètement sur le législatif.
sur le pouvoir législatif. De la même manière, d'ailleurs, j'avais vu une proposition qui disait que les lois, quand devaient aller à l'Assemblée, il fallait qu'elles soient accompagnées des règlements, enfin des textes réglementaires, qui est un empiètement inverse. Je ne vois pas pourquoi on donnerait au législatif à vérifier à l'avance Monsieur Ziari, ce qui est réglementaire, qui ressort de l'exécutif. Monsieur Ziari, je vais vous dire, sur tous les points que vous venez d'évoquer, vous êtes un hiérarchiste, vous êtes à peu près sur les mêmes positions que Jafar al-Khdari, parce que c'est les critiques qu'il fait. Sauf que Jafar al-Khdari va ajouter le pouvoir d'amender une constitution pour une assemblée. Ah oui, et donc c'est l'essentiel, parce que d'abord, au nom de quoi, de quel droit on choisit à la place de ceux qui sont censés... Écoutez, le problème de fond qu'on a avec toutes ces constitutions, et pourquoi elles sont fictives, toutes, y compris celle-là, c'est que la clé de voûte des constitutions démocratiques précise que c'est le peuple qui est souverain. Or, ce n'est pas le cas. Voilà. Et tant qu'on est dans cette situation, on restera dans le système. C'est-à-dire qu'une oligarchie décidera. La souveraineté du peuple La serait que souveraineté, l'Assemblée elle nationale commence- puisse... Exactement. Elle commence par doter une assemblée élue d'un pouvoir constituant. Tant qu'on ne l'a pas fait, on est dans la fiction d'une constitution démocratique. Parce que sa clé de voûte, à savoir la souveraineté populaire, n'est pas respectée. Et elle ne le sera pas ni pour la désignation du chef de l'État, comme on l'a pu le voir dans le passé, ni pour la désignation des assemblées, parce qu'il y a tout un tas de moyens qui permettent de contourner, de revenir, et d'avoir un État profond qui règle tout. C'est ça le cœur du système. Et c'est avec ça qu'il faut en finir. On va vous revenir tout de suite. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Le peuple algérien, contrairement à ce qui a été dit ici, est parfaitement mûr pour passer à la démocratie. Il a largement prouvé. Le mouvement qu'il a initié depuis 1 an est unique au monde. Pas un carreau cassé depuis plus d'1 an de révolte. Des revendications parfaitement raisonnables et justifiées. C'est du jamais vu. Même dans les pays européens les plus développés, on n'a jamais vu ça. Et qu'on ose nous dire qu'on n'est pas capable de choisir nos institutions, c'est quand même un comble. Mais c'est le Khaderi, qui c'est C'est un comble. Qui c'est qui a dit qu'il n'était Bah si, vous l'avez pas dit. mûr? Non, pas ici. Il n'a pas dit ici. Donne-moi dire ça. Il n'a pas dit ici. Il n'a pas Ah, dit il me il n'a semble. pas dit ici. Il a dit tout à l'heure au salon. Il n'a pas dit ici. Pardon. J'ai jamais. Non, mais vous êtes fait contre ce l'Assemblée genre de constituante. Vous pensez que c'est une prise de risque inconsidérée? J'ai parlé de la constituante. J'ai Bah oui, pas c'est- parlé de ça. J'ai dit de faire une assemblée constituante dans l'état actuel des choses et de mettre la constitution en jeu dans des assemblées constituantes qui paraît de toute manière quelque chose de bien. C'est de préjuger à l'avance sur ce que vont être les majorités dans cette assemblée constituante et quels sont les apports dans cette constitution des différents courants politiques et de ceux qui peuvent faire passer une constitution dans laquelle je risque de voir le remède encore pire que le mal. Monsieur Je ne Ziari, prends pas on suppose. sérieusement. En 2019, en 2019, il n'y avait pas de président élu. On va dire que maintenant, il y en a un. C'est M. Tebboune. Bien. On a sécurisé une fonction importante dans l'édifice. Si on ajoute certaines précautions, du style, on fait une assemblée constituante, mais on ne parle pas des 7 premiers articles, ceux qui définissent la Haouia et la Khiré, pour aller vers l'équilibre des pouvoirs, le reste, l'institutionnel. Est-ce que c'est pas quand même une prise de risque qui peut nous permettre de sortir de la crise? Franchement, vous me posez la question à moi, je vous dis, je préfère ce que on a eu l'occasion de dire tout à l'heure, que l'on travaille sur quelque chose qui est là et qui peut être revu totalement, et qu'on couronne ça par une espèce de conférence constitutionnelle, non pas qu'il y aurait un pouvoir souverain, il faut que je m'explique, mais qui serait celle qui viendrait... vous proposez une conférence quand même à la fin du processus. Avec des personnalités, des chefs de parti, les organisations socio-professionnelles, syndicales, et tout ce qui, si vous voulez, d'universitaires, de professeurs de droit ou de facultés de Pas droit, d'activistes de qui Hirak? et des représentants, bien entendu, pour essayer de chercher le consensus sur ce que l'on doit faire, sur les axes principaux, bien entendu. Alors, je vais avoir besoin... Monsieur Ziari, ça ne va pas écrire la parce constitution. qu'on va peut-être reprendre ça tout à l'heure dans différents médias, c'est une information. Alors, vous êtes pour un processus qui, donc c'est celui-là, c'est la commission là-bas, on travaille sur le bouillon de ce texte, mais à la fin, ça doit, comme avant d'aller au référendum et avant d'aller à l'Assemblée nationale, au Parlement, passer par une conférence qui le valide, C'est mon souhait. dans lequel il y aurait tous les acteurs. Dans lequel il y aurait les acteurs, effectivement. C'est pour ça que Il y a une partie des acteurs qui sont en prison. Non, mais attendez, c'est pas que ceux-là. Les acteurs, je suppose que c'est ceux qui sont porteurs des idées
et de ceux qui sont dans le Hirak qui vont le faire. C'est pas, vous savez, le cimetière est plein de gens indispensables, hein. Donc il y aura toujours si l'on veut, et si on choisit cette voie, je pense que les expressions se retrouveront à l'intérieur de cette conférence. Et puis évidemment, parce qu'il a posé un problème sérieux, je le connais, c'est celui de l'initiative de la Constitution. La Constitution actuelle ne permet pas d'initiative. On le déplore tous, hein. Justement, on le déplore Les tous. sont clairs. Et c'est maintenu. Donc c'est dans la prochaine Constitution qu'il faudra veiller à changer ça. C'est pas dans l'avance, c'est pas de dire non, mais dans le projet, exécuter la Constitution maintenant alors qu'elle n'existe pas encore. Mais dans le projet de révision constitutionnelle, c'est toujours pas donné. C'est toujours pas le donné. Eh ben il faut c'est là des propositions. Alors mais peut-être qu'il y aurait. Sinon, c'est pas la peine. Juste pour ne pas perdre Akram Khrif sur ce processus, Akram, est-ce que on peut imaginer, compte tenu de ce qui se passe, c'est difficile à lire, que cette proposition-là de M. Zari, qui est quand même une personnalité qui est parfois écouté, il était contre le 5e mandat, il n'a pas été écouté. Est-ce qu'on peut imaginer une conférence nationale à la fin du processus, avant d'aller devant le Parlement, pour le prochain constitutionnel? On voit qu'on est en train de constater qu'il n'y a aucune volonté de dialoguer, il n'y a aucune volonté de trouver un terrain d'entente avec les gens du Hirak ou avec l'opposition politique. On est en train de continuer de mettre des gens en prison. C'est clair, il n'y a même pas, il y a rien, il n'y a aucun signe de relâchement. Gilali Soufiane a parlé de libération de Karim Tabou et de Samir Belarbi. Qu'en est-il aujourd'hui? Il n'y a rien du tout. On n'arrive même pas au SMIC civilisationnel de l'acceptation de l'autre. Ils veulent faire une constitution tout seul, qu'ils la fassent. Alors j'ai noté quand même hier avec beaucoup d'intérêt que quelqu'un comme Ben Baibch, qui était le premier secrétaire général du RND en 97, vous vous souvenez bien, quand le RND est né, vous avez choisi de rester au FLN, hein, vous êtes resté fidèle au FLN au moment de la naissance du RND en 97. Vous étiez député du FLN pour la constituante, justement, la seule et unique. Absolument. Il fallait rester fidèle à votre père, là. Vous n'allez pas quitter le bateau. C'était une belle constitution. Absolument. Alors, j'ai vu que M. Ben Baibch était contre de discuter du contenu de la Constitution, et il disait, on fait d'abord des élections législatives, et c'est cette Assemblée-là, ce document, vous le ramenez devant cette Assemblée. Donc, c'est pour dire que c'est un point de vue qui n'est pas... qui est de plus en plus largement porté. Hein. Voilà une solution de compromis raisonnable, qui a été portée par certains éléments de la société civile membre de Hirak, qui aurait été pratique et faisable. Je rappelle que la constitution algérienne est l'une des rares constitutions au monde dans lequel le Parlement n'a pas d'initiative de révision de la Parlement, y compris dans le monde arabe, y compris les régimes les plus autocratiques. Il faut aller peut-être en Corée du Nord pour trouver une exception pareille. C'est une exception algérienne scandaleuse, et qui est reconduite dans cette mouture de la Constitution, qui montre à quel point le système n'a pas l'intention. Par contre, quelque chose qui n'a pas... Ça, il faut le proposer. Ça reste à l'ordre du jour. Je vous rappelle d'ailleurs l'embarras du régime, parce qu'il va faire avaliser cette pseudo-révision par un Parlement qui est discrédité, auquel le gouvernement lui-même ne croit pas. Il était question de la dissoudre, et puis finalement, ils ne l'ont pas fait pour des raisons pratiques qu'on devine. Mais voilà la situation. Donc effectivement, dissolution de l'Assemblée, élection d'une Assemblée qui serait elle-même dotée de pouvoirs. Alors sur cette question, vous avez présidé, M. Ziyari, l'Assemblée nationale pendant une mandature. Est-ce que vous pouvez imaginer que le président Tebboune puisse mener toute la mandature avec la majorité actuelle, compte tenu de tout ce qui s'est passé, du discrédit? Est-ce que c'est un scénario envisageable? Non, moi je crois. Écoutez, moi je suis peut-être un optimiste, pas quand même bien, mais je suis optimiste. Je crois que suffisamment de choses ont été dites et de promesses faites pour qu'effectivement, une fois que nous passons cette phase de la loi fondamentale, qu'on puisse effectivement aller... Parce qu'il faut quand même une cohérence, une conséquence, puisqu'on parle de changement, effectivement, être amené à un moment ou à un autre, le plus tôt serait possible, de des législatives anticipées. Des élections législatives anticipées. L'un des points focaux des discussions, parce qu'après tout le reste, ça devient des textes qui peuvent, c'est celui des élections, c'est celui des modalités électorales, c'est celui de cette instance qui va contrôler les élections et qui doit être effectivement une instance dans laquelle tous les Algériens qui soient dans l'opposition dans le pouvoir croient, et qu'il y ait des élections régulières. Parce que vous pouvez faire toutes les constitutions les plus belles du monde, si vous allez à des élections qui ne sont ni régulières ni sérieuses, effectivement vous avez le retour à la case départ. Donc
je crois qu'au lieu, moi je m'excuse de le dire, vous avez une vision très linéaire de ce qu'est la politique. La politique, c'est aussi un combat, c'est aussi un aller et un retour, c'est des compromis, c'est des discussions, c'est un débat. Et d'arriver, il n'y aura jamais de consensus complètement, mais d'arriver sur des consensus sur ce qui est au moins le plus petit dénominateur commun. Et c'est pour ça que j'ai entendu, c'est rejets, c'est même pas la peine, etc. Ça ne sert pas le pays, ça ne sert pas le citoyen algérien. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Ziari, on avait besoin de digérer quand même les arrestations de Amir Abouraoui, de Zriadj, qui est éditeur d'une radio web aussi à Constantine. Et donc ça nous assombrit un petit peu le tableau. On va finir cette émission. On va rappeler que Monsieur Ziari est docteur et qu'il a été ministre de la Santé pendant une année après avoir quitté le perchoir entre 2012 et 2013. Est-ce que vous trouvez que... Est-ce que vous trouvez qu'il y a un relâchement par rapport à ce qui se passe et que la situation est quand même reste préoccupante? Indiscutablement, parce que vous ne m'avez pas laissé terminer ma phrase tout à l'heure. J'ai dit aussi, il faut être dans cette situation responsable. Il ne faut pas appeler à des manifestations, à des rassemblements dans une période pareille. Franchement, quel que soit l'amour qu'on a pour la démocratie, pour la liberté. Au contraire, on a appelé à suspension. Et là, effectivement, il y a un relâchement réel et on a une angoisse. Moi-même, en tant que médecin, j'ai une angoisse, et puis je suis en contact avec beaucoup de mes collègues, d'une reprise de quelque chose qui serait encore plus importante que la première vague. Et là, c'est à cause d'un relâchement, et on le voit tous les jours, on le voit dans la rue, aucune prise de précaution, vous savez, toutes ces fake news qui circulent dans les haines ont aujourd'hui convaincu beaucoup de nos concitoyens, en particulier chez les jeunes, que cette histoire du coronavirus, c'est une espèce de complot mondial, ou je sais pas quoi, etc. Donc c'est la faute uniquement au peuple? Non, c'est pas la faute au peuple. J'ai pas dit que c'est la faute au peuple. J'ai pas parlé de ça doit exister ce point de vue. Mais j'ai dit de fake news pour les convaincre. Oui, mais il y a un relâchement. Dans la gouvernance de la crise, vous avez un mot à dire? J'étais très content de tout ce qui s'est passé au début. Honnêtement, les choses étant ce qu'elles sont, franchement, les mesures ont été prises. Il fallait les prendre. Mais depuis qu'on a commencé à faire ce déconfinement, je vois qu'effectivement, il y a eu un relâchement et qu'il n'y a pas d'autorité suffisante derrière Oui, Akram Khalif, finalement, on va finir... Au moins la distanciation, au moins le masque. Oui. C'est des histoires, ceux qui vous disent il n'y a pas de masque. Si le masque, ça ne sert à rien. Si ça ne servait pas à rien, un masque, on ne le mettrait pas dans les blocs chirurgicaux. Il n'y aurait que des cadavres qui sortiraient des blocs chirurgicaux. Alors, soyons sérieux, c'est parce que c'est un vrai... Et le battage n'est pas suffisant pour amener les citoyens à le faire oui. Non, on devrait en faire plus. Là, je crois qu'il faut faire plus. Akram Khalif, désolé de rappeler, tu as été victime du Covid-19 au tout début de l'épidémie. Tu t'en es très très bien sorti et nous en sommes heureux. Ça te fait quoi, ce sentiment que la crise est encore devant nous et qu'on n'en sort pas? Je voulais réagir à ce que disait M. Ziari. Mais en parlant de fake news, la vraie fake news, c'est de dire que le pays est menacé par la main de l'étranger. C'est ça les fake news. Ce n'est pas de dire le coronavirus par 2-3 crétins qui disent ça sur Internet. Ce n'est pas ça les fake news. Les fake news, c'est de parler de l'Algérie comme étant un État menacé, alors qu'il ne l'est pas, alors que le régime actuel et que l'État actuel de l'Algérie sert les intérêts des puissants. C'est ça la vraie fake news. Merci. C'est un autre débat que tu nous lances en fin d'émission. On va laisser le droit de réponse à Abdelaziz Ziari. Et tu me laisseras un mot pour la fin aussi. Oui, on n'en sortira pas. J'ai l'habitude de ces partis pris, de ces jugements qui sont une espèce de couperets, de gens qui savent tout. Est-ce qu'on est si en danger que ça, réellement? Je dis, nous sommes... Il n'a pas de comprendre ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est un pays qui est ciblé, qui sera ciblé. Par qui? Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Pas par les Américains, puisque tu es bon à dire du bien des Américains. Des Américains en particulier. Les Français, tu es bon à dire du bien de Macron. Non, j'ai dit c'est un pays qui intéresserait beaucoup de puissants. Je n'ai pas parlé que d'un seul. Et qui le déstabiliserait pour pouvoir après y mettre pied. Il est évident que ceux qui sont les plus proches de nous, c'est les puissances occidentales qui jusque-là
considèrent que cette zone-là est une de leurs intérêts sont desservis ici pas, en Algérie. Ils craignent qu'ils soient supplantés en Algérie dans l'avenir parce que nous avons d'excellentes relations toujours avec la Chine, avec la Russie, et que nous ne sommes pas prêts de lâcher nos amis. On va vous inviter sur un débat géopolitique une autre fois, parce que c'est quand même un autre débat qui est lourd, qui est compliqué. Alors, quelqu'un qui est responsable qui est un spécialiste là-dedans, qui dit l'Algérie, c'est très bien. Non, on nous a tellement, on nous a tellement répété la main de l'étranger, le risque, qu'à un moment donné, on peut être agacé. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'il y a une vérité, c'est qu'il y a une crise régionale majeure. Ça, personne ne peut contester. Et les relations internationales, c'est moins régi par un système de droit que par un système d'un état de nature. C'est-à-dire qu'il y a des rapports de force. Malheureusement, c'est comme ça. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? L'état de nature, c'est quoi? C'est les prédateurs, qu'est-ce qu'ils attaquent? Ils attaquent les animaux faibles. Et qu'est-ce que c'est qu'un animal faible en politique? C'est un animal, c'est-à-dire c'est un État dont les institutions sont faibles. C'est pas pour être trop fort. Regardez, l'URSS s'est effondrée alors qu'elle avait la meilleure armée du monde, mais elle avait des institutions faibles parce que plus personne n'y croyait. Ce qui est le cas du système actuellement. Le système ressemble beaucoup à l'URSS à la fin. C'est-à-dire c'était une gérontocratie finissante. Plus personne n'y croyait. Ils pouvaient aligner des milliers de chars, mais ils étaient rien du tout. Et ils se sont effondrés, implosés. Bon, dans ce qui fait la force d'un pays, ce sont ses institutions. Et ce que fait le Hirak, c'est renforcer le pays. Et le message qu'il veut adresser à l'extérieur, effectivement, alors c'est vrai que c'est toute la difficulté d'aujourd'hui. Comment faire une révolution dans un contexte pareil? C'est vrai que c'est compliqué. On n'aura pas le temps de développer. On n'aura pas le temps de développer. Mais disons qu'on est conscient. Merci, voilà. Merci Jafar Lakhdari. Merci Abdelaziz Ziari d'avoir nous avoir permis de mener ce débat un peu contradictoire qui est réclamé souvent par nos auditeurs qu'on n'arrive pas toujours à mener parce que souvent ceux qui portent un point de vue différent ont parfois des difficultés à accepter de venir à Radio Ham. Donc je vous remercie d'être venu participer à ce Café Presse Politique. Merci Akram Khalif, un historique du Café Presse Politique, et nous donnons donc rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine, à mercredi prochain. Stay strong. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.